Le professeur Christophe Gell, chirurgien thoracique, vieux camarade de la fac, qui nous vient du CHU de Poitiers. Merci Christophe. Merci. Bonjour à tous. Moi, je suis très heureux d'être ici, même si je suis chirurgien et que je me sens un peu seul. Donc, merci de m'avoir invité pour effectivement vous parler des traumas thoraciques et particulièrement parce que j'ai été le médecin investigateur d'une grande étude qui s'appelle ENVOL, qui est l'évaluation médico-économique de la prise en charge des volets thoraciques. Donc aujourd'hui, ce sera les résultats que j'ai déjà présentés à la SFCT-CV au mois de juin dernier. Donc les chirurgiens connaissent déjà ça. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette étude, je suis juste couplé à Intuitive pour la chirurgie robotique. Les traumas thoraciques, on va enfoncer des portes ouvertes, hein, je ne savais pas trop, on ne s'était pas concerté, mais c'est une population jeune et active, c'est 2000 traumas thoraciques en France à peu près, d'après les données PMSI. Et le traitement chirurgical reste controversé, ce qui est quand même assez surprenant. Vous avez une fracture du poignet, il y a une ostéosynthèse, il y a une fracture du fémur, il y a une ostéosynthèse, il y a une fracture de côte, il n'y a pas forcément ostéosynthèse. On est beaucoup plus en avance en France que dans le reste du monde, parce qu'il y a eu quelques illustres chirurgiens, j'y reviendrai tout à l'heure, Judet, Borelli, qui ont travaillé là-dessus. On s'est toujours intéressé, l'école de chirurgie thoracique française, à ces fractures. Et on sait que c'est un facteur indépendant de morbimortalité dans les polytraumatismes. Avoir un traumatisme thoracique en plus, ben c'est source de gravité systématiquement, parce qu'il y a un retentissement fonctionnel, vous le savez bien mieux que moi, sur l'hématose, sur l'hypoxie, l'hypercapnie. Il y a, on le verra tout à l'heure, quasiment toujours un hémothorax, en tout cas dans les gros traumatismes thoraciques, un pneumothorax aussi, et puis il y a la douleur dont on vient de parler, qu'il faut gérer. Et c'est pareil, quand je reviens à l'orthopédie, vous avez un gamin qui a une fracture de l'avant-bras, ou même un adulte, la première chose qu'on fait, c'est immobiliser pour pas qu'il ait mal. Et donc effectivement, la péridurale, c'est certainement ce qu'il y a de mieux. En tout cas, moi j'en suis convaincu. Et le traitement multimodal de la douleur, il est fondamental. Mais dans tout ça, il n'y a pas d'ostéosynthèse. Et s'il n'y a pas d'ostéosynthèse, vous avez une mobilité des côtes à chaque respiration. Et donc une douleur qui perdure, ou en tout cas une nociception au départ qui perdure. On sait que plus on a de côtes cassées, plus la mortalité est grande. Ces flagelles, là aussi, c'est des études de chirurgiens, hein, mais qui avaient montré ça. Et de manière très linéaire, la gravité est liée au nombre de côtes fracturées sur un traumatisé thoracique. Pourquoi c'est grave? Parce qu'effectivement, on se complique. Et comme l'a dit Cédric tout à l'heure, on s'infecte, on fait des pneumopathies acquises, à l'époque surtout sous ventilation et sous intubation, et du coup la mortalité s'aggrave de manière directement liée. Donc la première grande avancée dans le traumatisme thoracique dans les années 50, ça a été évidemment la ventilation qui faisait de fait une compression pneumatique interne et non pas externe, et de là on avait vu qu'en intubant les gens, ils allaient beaucoup mieux, et ça a été les progrès des respirateurs qui ont permis de progresser dans le traumatisme thoracique, même si aujourd'hui, on essaye de ne plus les intuber et on essaye d'avoir de la ventilation non invasive. Et puis, il y a quand même des études qui ont montré très clairement que calmer les douleurs, des patients qui avaient des fractures de côte, quand on ne savait pas faire d'ostéosynthèse, qu'il y ait une intubation ou non, rajouter une péridurale en plus, on retrouvait un taux de survie qui était équivalent, quel que soit le nombre de fractures de côte. Et donc la péridurale était un agent majeur pour traiter ces pneumothorax, ces fractures de côte. Pardon. Donc tout ça, c'était le traitement médical. À côté de ça, sur le plan chirurgical, pourquoi il n'y a pas eu grand-chose? Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des noms connus. Vous avez les agrafes de Judet, ici, c'est un chirurgien français. À côté de ça, on a mis des fils d'acier dans les côtes. On a mis des broches qui ont migré. Moi, j'en ai récupéré dans le cœur parce que je suis chirurgien cardiaque aussi. Et puis, il y avait des détournements de matériel d'orthopédique où on utilisait la médulaire de la côte, on la rentrait dedans, on la vissait. Mais là aussi, c'était un peu mobile, c'était pas terrible. Et dans toutes ces plaques ou ces matériels, en fait, très vite, le matériel est cassé quasiment aussi vite que la côte, parce que les contraintes
mécaniques sur les côtes sont telles qu'avoir un matériel très fiable et qui résiste dans le temps, on n'a pas eu pendant longtemps. L'avènement de tout ça, ça a été le titane. Et en titane, il y a deux types d'agrafes. Il y a celles-là qui sont les agrafes Strakos. Strakos, ça vient de Strasbourg. C'est nos collègues chirurgiens thoraciques à Strasbourg qui les ont évaluées, même si elles étaient fabriquées en Allemagne. C'est un système qui est particulièrement résistant, qui est particulièrement malléable. On lui donne la courbure qu'on veut, mais une fois qu'il est en place, ben, il suit la côte et il ne bouge pas. Et là, vous n'avez pas de souci de fracture spiroïde, de fracture complexe. On s'engaine sur la côte. Et donc, là, il y a une facilité de mise en place qui a été tout de suite évidente pour les chirurgiens. Parallèlement à ça, et toujours en titane, il faut quand même les citer, il y a Synthes qui a fait des plaques comme celle-là, mais avec des vis spécifiques pour les côtes qu'on peut mettre et qui se mettent également aisément. Mais en tout cas, c'est le titane qui est arrivé sur le marché, qui a fait en sorte d'avoir un matériel d'ostéosynthèse solide et qui ne cassait pas en 10 jours, en 15 jours, ou qui ne migrait pas comme c'était avant. Et à partir de là, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire quand même au niveau de l'ostéosynthèse. Alors, dans les années 2013, ça a été publié, une méta-analyse. Là aussi, c'est que des petites séries, hein, c'est 30, 40, 50 patients, des études rétrospectives, 2 études randomisées uniquement, mais à faible effectif, avec du matériel d'ostéosynthèse très varié. Cette méta-analyse a permis quand même de dire que faire de l'ostéosynthèse thoracique chirurgicale, donc aborder les gens et les traiter de leurs fractures de côte, on a amélioré quasiment tout. La durée de ventilation, la durée d'hospitalisation en réa, la durée d'hospitalisation globale, la mortalité, les complications liées à tout ça, et notamment les infections pulmonaires. Comme c'est américain, il y a moins de trachéotomie, ici on n'en fait pas, mais là-bas ils en font beaucoup. Et puis évidemment, on améliorait aussi la déformation thoracique, parce que dans tout ça, c'est pareil, si vous ne faites pas d'ostéosynthèse, si vous avez un bel enfoncement costal, vous gardez cette déformation à vie. Là aussi, ça peut prêter à discussion. Malgré ça, moi, je n'étais pas convaincu, enfin, je n'étais pas pleinement convaincu, et est née l'idée de faire une étude randomisée. Et c'est celle-là que je vais vous présenter. C'est un PRME. PRME, c'est projet de recherche médico-économique. Il faut quand même le souligner. On se plaint beaucoup en France qu'on ne peut pas faire grand-chose. Cette étude, c'est la DGOS qui a quand même donné 2 400 000 € aux chirurgiens et aux réanimateurs français pour la mener à bien, qui payaient le matériel, qui payaient tout l'équipement de recherche. Et je vous encourage à faire tous ces appels à projets, que ce soit les PHRC, les PRME, etc. Il y a de l'argent à prendre et il y a une organisation de la recherche qui peut être bien menée et dans des conditions tout à fait adaptées. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait tout voir d'un coup. Donc on voulait voir si on améliorait la durée d'hospitalisation. C'est une étude médico-économique, pardon. Donc ça, c'est l'objectif principal. Donc ça, c'est des études qui sont assez complexes parce que le but est de savoir si la dépense engendrée est récupérée, mais non pas récupérée au niveau de l'hôpital ou récupérée au niveau du patient, mais elle est récupérée en termes de système de santé global. Et donc c'est des études qui se font sur 1 an avec enfin 1 an. Sur un temps défini, c'est vous qui le définissez. Mais là, on a choisi 1 an de suivi. Vous pouvez mettre plus si vous avez... Imaginons que vous voulez Moi, je rêve d'évaluer le TAVI, par exemple. Vous pouvez dire, on va suivre les gens sur 10 ans. Et on va voir si ça sert à quelque chose de mettre 25 000 balles à quelqu'un de 87, 88 ans en termes de société. Voilà, c'est une petite parenthèse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a des réponses évidentes. Moi, j'avais une réponse évidente sur cette étude et les résultats ne sont pas forcément ceux-là. Donc non, on n'a pas forcément les réponses. Mais en tout cas, l'idée d'un PRME, c'est ça. C'est je dépense, qu'est-ce que je dépense et quel bénéfice a le patient. Et c'est évalué avec ce qu'on appelle des QALY. Et pour ça, il faut faire des questionnaires, des EQ5D ou du SF36. Et puis, bien évidemment, on a tout le suivi classique de toutes les études, durée d'hospitalisation, durée de drainage, combien de côtes cassées, etc. Les critères d'inclusion, on les avait définis à plusieurs. Bon, les patients de plus de 18 ans, mais surtout sur le trauma thoracique, c'était les volets thoraciques, donc fracture bifocale de 3 côtes consécutifs, les fracas de 5 côtes et plus, donc un bon fracas thoracique. Et puis on avait rajouté les fracas de 3 côtes avec embarrure. Donc là, j'ai une côte qui rentre dans le thorax et de fait, on a envie d'aller l'enlever parce qu'elle perfore le thorax et
et de la remettre en place. Et on se dit, dans ce cas-là, on va faire de l'ostéosynthèse. Et puis, quand il y a, des fois, vous n'avez que 3 côtes cassées, mais qui sont très déplacées, avec un chevauchement de 2 cm, ça veut dire que vous perdez déjà 4 cm de périmètre sur l'hémithorax, ça fait beaucoup. Donc ça aussi, on pensait que ça pouvait être intéressant. Et on voulait que la prise en charge soit rapide. Donc on avait laissé ce cut-off de 2 jours ouvrés. On ne fait pas ça la nuit. Hein. Moi, je ne me lève pas pour faire un volet thoracique à 2 h du matin, sauf si le rachis est fait en même temps et on ne va pas déplacer 2 fois la personne au bloc. Mais sinon, s'il n'y a que ça à faire, on fait ça quand même plutôt la journée. Et le week-end, pas toujours, parce qu'il n'y a pas toujours dans une équipe, tous les chirurgiens ne le font pas. Et donc on n'est pas toujours disponible, d'où les 2 jours ouvrés. Qu'est-ce qu'on excluait? Les paraplégiques ou les tétraplégiques, parce que là on est parti du principe que la durée en réanimation, elle ne serait pas liée au traumatisme thoracique, et donc on ne pouvait pas les mettre dedans, même si je pense que c'est intéressant de les traiter quand même. Les ruptures de l'aorte, toutes les ruptures vasculaires, les plaies des gros vaisseaux, on ne les prenait pas en compte, parce que là aussi le pronostic était ailleurs. Et puis tous les patients qui avaient un traumatisme grave de la tête, qui étaient pris en charge en neurochirurgie, même si c'était que pour une mesure de la pression invasive, on ne les prenait pas en charge. Et puis les plaies soufflantes, les plaies ouvertes, parce qu'aller faire de l'ostéosynthèse sur des fractures ouvertes, là aussi, même si je ne suis pas orthopédiste, je sais qu'il ne faut pas le faire. 15 centres ont participé, on a couvert l'ensemble du territoire français, on a réussi à inclure, ça a toujours été un peu plus long que ce qu'on pensait au départ, mais en 3 ans, on a inclus les 310 patients randomisés, et donc on randomisait à chaque fois traitement médical versus ostéosynthèse. Les 2 populations sont équivalentes, c'est des patients graves, assez jeunes, comme je vous l'ai dit, 55 ans en moyenne, tous ou en grande partie en tout cas admis dans des unités de réanimation ou de soins continus ou de soins intensifs selon les structures, et en tout cas pour plus des 2 tiers, ils étaient inclus dans ces structures, mais on a quand même un tiers de patients qui sont dans des services traditionnels de chirurgie ou de l'IPORT. Pas de différence significative sur le plan médical, il faut quand même toujours l'analyser, hormis pour le diabète. Je ne peux pas vous dire pourquoi, je ne suis pas sûr qu'il y ait une conséquence de cela, mais en tout cas, plus de diabète dans le groupe médical qui était le groupe témoin. Mais pas de prise en charge antérieure sur le plan thoracique. Pour les résultats cliniques, un nombre de côtes fracturées équivalent, pas plus de côté droit que de côté gauche, et à l'inclusion essentiellement des très gros fracas, puisque dans 90% des cas, on avait plus de 5 fractures de côte cassées. Donc là aussi, on a quand même plutôt des gros traumatismes, peu de fractures à 3 côtes, comme je vous l'ai dit, et très souvent, à ces 5 côtes étaient associés à un volet thoracique pour 1 cas sur 2. Des fractures sternales, pas beaucoup, mais beaucoup de fractures du rachis, comme on l'a dit et comme on l'a évoqué, c'est toujours le problème. Un score de Glasgow qui est normal puisqu'on a exclu toutes les atteintes neurochirurgicales et beaucoup de fractures du membre supérieur associé, mais peu de traumatisme abdominal par contre. Le nombre de côtes, 7 côtes cassées du côté et beaucoup de côtes contralatérales, c'est beaucoup de patients, encore une fois, bien traumatisés. Dans 90% des cas, un hémopneumothorax, donc des patients, enfin voilà, c'était a priori des vrais traumatismes. En termes de résultats, sur la ventilation, pas de différence significative, peu de ventilation mécanique, 22% des cas, un patient sur 5 AM. Alors je ne sais pas si vous trouvez ça beaucoup ou non, mais en tout cas c'est un bon reflet des pratiques françaises actuelles. De la VNI par contre dans presque 50% des cas dans les 2 populations, et si on associe VNI ou Optiflow, on voit qu'on est quand même à presque 2 tiers des patients qui sont traités ainsi. Drainage thoracique, forcément il y en a plus dans le groupe chirurgical. Dès que vous êtes opéré, que vous avez une ostéosynthèse, vous avez un drain, ce qui n'est pas le cas dans le cas du traitement médical. Un résultat majeur à mon sens, surtout quand on sort de 3 ans de Covid, c'est que quand on fait de l'ostéosynthèse, on diminue la durée de réanimation avec une médiane qui fait moins de 2 jours. C'est conséquent, 2 jours sur 300 patients. Ça vous fait beaucoup de patients à admettre en plus en réa. Donc ça, en termes de ressources de soins, c'est quand même important et significatif. Par contre, c'est la seule donnée significative en termes de durée d'hospitalisation. Il n'y a pas de différence en termes de durée d'arrêt de travail, de reprise de l'autonomie ou d'hospitalisation complète. On sent que les prises en charge, elles sont assez similaires, et ce sera l'un des biais de cette étude, c'est qu'on a dans les études randomisées, tout le monde est traité de la même façon, et en fait il y a un gain global. Le deuxième résultat important, c'est que
l'ostéosynthèse, on calme les douleurs plus vite. On les calme dans les deux cas, hein. De manière chronique, les douleurs à 3 mois, à 6 mois, elles sont les mêmes, elles sont identiques. Mais en tout cas, à la phase précoce, le score EVA est significativement moindre dans le groupe ostéosynthèse. Et ça, c'est un résultat en tant que tel. Et on ne génère pas de douleurs neurologiques. Vous avez ce score qui est le DN4, qui est vraiment une analyse spécifique de la douleur d'origine neurogène. C'est un peu le but. Quand vous mettez votre agrafe sur l'espace intercostal, vous pouvez embrocher le nerf avec, et donc générer des douleurs neurogènes, et on voulait le tester. Ces scores-là, alors ils sont significatifs en termes de chiffres, mais quand vous êtes inférieur à 4 en DN4, c'est qu'il n'y a pas de douleur neurogène, donc on peut dire clairement qu'on n'a pas généré de douleur chronique. Sur les données radiologiques, là encore, heureusement, j'allais dire, on enfonce des portes ouvertes, mais des fois ça fait plaisir quand même. Il n'y a plus de pseudarthrose, il n'y a plus de côte cassée dans le groupe chirurgical, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans le groupe médical. Donc là aussi, alors c'est assez discordant, hein, parce que si vous avez des pseudarthroses et des fractures résiduelles à 3 mois, 6 mois, ça bouge et ça pourrait faire mal. Mais en tout cas, autant sur le plan radiologique, on a une ostéosynthèse qui est bien meilleure dans le groupe chirurgical, mais ça ne retransmet pas au niveau douleur. Sur le plan respiratoire, aucune différence significative, quel que soit l'examen réalisé. Que ce soit sur la capacité pulmonaire totale, que ce soit le VEMS, que ce soit le test de marche à 6 minutes, de 6 minutes à 3 mois, à 6 mois, et même maintenant je les ai à 1 an, on n'a pas de différence significative, on n'a pas amélioré la physiologie. Je vous rappelle que dans cette étude, nécessairement, on n'avait pas l'état préopératoire. Peut-être qu'il y a un biais, mais en tout cas, on n'a pas. Sur le plan médico-économique, qu'est-ce qu'on dépense quand on fait ça ? 3 681 €. Et là-dessus, c'est le matériel qui coûte très cher, 2 300 € de matériel. Le titane, c'est très très cher. Et on met en moyenne 4 à 5 agrafes par malade. Et c'est entre 600 et 900 € l'agrafe, donc ça va très très vite. Les ressources humaines, c'est 400 €. Et le temps opératoire est assez court, 83 minutes en moyenne, c'est moins de 2 heures pour faire une ostéosynthèse. C'est le temps d'occupation de salle complet, hein, donc ça va assez vite et ça ne prend pas beaucoup de temps. En termes de coût global, quand on prend tout le séjour hospitalier, pas de différence significative entre le groupe médical et le groupe chirurgical, un tout petit peu plus pour la chirurgie, mais ce n'est pas significatif, 18 000 € contre 16 000 €. Par contre, quand on fait le coût global, oui, la chirurgie coûte plus cher parce que si vous rajoutez le bloc opératoire, là, on a des différences significatives avec 6 000 € de plus pour la chirurgie. Et ça, effectivement, il faut suivre derrière et il faut avoir de très bons résultats pour dire que la chirurgie va avoir un bénéfice majeur. Sur le plan des critères purs, donc médico-économiques, comme je vous l'ai dit, c'est le calcul des QALY. Je ne vous expliquerai pas ce que c'est des économistes de santé qui font ça, Isabelle Durand-Zaleski en l'occurrence. Il n'y a aucune différence de QALY entre les deux groupes. Et à 1 an, il n'y a pas de différence en termes de décès, puisque là aussi, quand on étudie l'efficacité, il faut voir à la fois le bénéfice pour le patient, mais les décès qui sont là-dessus. Ils font des analyses de sensibilité, c'est pour corriger, parce que quand on a un groupe aussi hétérogène, et même si c'est des études randomisées bien suivies, tout le monde ne participe pas de la même façon à l'étude. Les données, on a toujours des données qui ne sont pas très bonnes, ou qui sont perdues, ou qui ne sont pas faites. On le verra tout à l'heure, il y a eu beaucoup moins de données répertoriées dans le groupe médical que dans le groupe chirurgical. Et donc, il faut faire ce qu'on appelle des analyses en pair protocole, c'est-à-dire qu'on prend que les patients qui ont suivi totalement le dossier. Le stade, c'est de partir du principe, comme on prend le coût de l'arrêt maladie, c'est qu'on prend le coût le plus cher possible pour l'arrêt maladie. Mais ça, c'est de l'économie de santé. Et puis, on fait des analyses univariées, des bootstraps. Là aussi, c'est très particulier à l'économie de santé, mais vous allez comprendre sur le schéma que je vous démontrerai. Quand on fait en pair protocole, c'est-à-dire en prenant que les gens qui ont vraiment fait tout le... Donc l'effectif est un peu moins, de 137 versus 126. On aggrave, on augmente le différentiel de coût au lieu de le diminuer. Donc là aussi, ça veut dire que la chirurgie, ça coûte vraiment cher par rapport à la médecine. Par contre, quand on fait du bootstrap, il y a quand même un résultat qui est majeur, c'est que la stratégie de traitement chirurgical, certes, elle est plus coûteuse, mais elle est aussi beaucoup plus efficace en termes de qualité de vie. Donc les gens, globalement, ils vont beaucoup mieux quand ils ont été opérés, ils le disent clairement. Alors ça vaut 6 000 € pour aller mieux,
mais on va mieux, au prix peut-être d'une surmortalité, puisque comme vous l'avez vu, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il y a eu 5 décès dans le groupe chirurgical versus 2 dans le groupe médical, et ça pèse très lourd sur le plan médico-économique. Quand c'est des gens actifs, ça coûte cher à la société, et du coup, en termes de stratégie médicale, là, on perd le bénéfice de la chirurgie. Au total, on peut vous dire qu'on est capable de mener des études randomisées en France, y compris sur des études chirurgicales, à traiter ou pas avec un acte chirurgical, ce qui est quand même une donnée forte. Moi, il y avait une opposition de centres hospitaliers qui me disaient non, faire d'ostéosynthèse, il faut la faire, je sais. Donc, ils n'ont pas participé à l'étude, donc ce n'est pas si simple que ça. On modifie les pratiques, comme vous l'avez vu, le taux de péridurale, il est équivalent dans les 2 groupes, ce qui est là aussi un effet bénéfique ou pervers d'une étude comme ça, parce que dans la pratique, ce n'est pas forcément le cas. Les limites, c'est qu'on est sur le déclaratif, sur l'année de suivi, on n'a pas de... C'est pas sur des données PMSI, c'est pas sur des données, c'est uniquement le malade qui dit j'ai fait ci, j'ai fait ça et on le recueille. La qualité de vie, on ne l'a pas évaluée avant, c'est comme les EFR, on ne les a pas avant, donc on ne peut pas dire si vraiment il y a... Enfin, ça peut être source de biais là aussi. Il y a des données manquantes, comme je vous l'ai dit, le groupe chirurgical est beaucoup mieux suivi, 82% de données totales contre 68% pour le groupe médical. Et l'horizon temporel à 1 an, est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'il fallait prendre que 6 mois? Est-ce qu'il fallait prendre 2 ans, 5 ans? Ça, personne ne pourra le dire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'ostéosynthèse, ça n'aggrave pas les patients, ça c'est certain. Probablement que ça les améliore, que ça améliore considérablement le séjour en réanimation. Et je pense que c'est la donnée fondamentale de cette étude, qu'elle améliore la consolidation, qu'elle diminue les douleurs post-opératoires, ou en tout cas elle accélère la prise en charge. Et c'est grâce à ça qu'on sort probablement plus vite des réanimations. Par contre, aucun intérêt sur la physiologie respiratoire. Sur le plan médico-économique, on était dans une étude qui voulait démontrer la supériorité de la chirurgie. Là aussi, par rapport à ce qu'on savait avant, c'était ce qu'on pensait. On n'a pas démontré la supériorité, mais en tout cas, on a démontré que les gens, ils allaient mieux, qu'ils avaient une qualité de vie bien supérieure, peut-être au prix d'une surmortalité accrue liée à la chirurgie. Il n'y a pas de différence significative, mais sur le plan médico-économique, ça impacte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très très belle étude, très impressionnant. Des commentaires, des questions. Moi j'en ai plein. Ouais, je le vois. Si l'étude, encore une fois, c'était pour montrer la supériorité de la chirurgie. On ne le démontre pas. Donc pour nous, si tu veux, ça a été quand même une douche froide. On s'attendait vraiment à... On fait de l'ostéosynthèse, on va les améliorer énormément. Donc là-dedans, on est un peu en retrait. Après, en termes d'études, on gagne 2 jours de réa, c'est colossal. Les patients vont mieux, et ils le disent en termes de questionnaire de qualité de vie. C'est le fondement de la médecine. Améliorer les gens et qu'ils se sentent mieux après. Mais le critère médico-économique ne ressort pas. Il ne nous dit pas l'ostéosynthèse fait mieux. Donc si tu veux, c'est difficile de dire aujourd'hui faut faire de l'ostéosynthèse à tout le monde et on y va à tout le monde. Par contre, chez le poly... Mais on le savait aussi un peu. En tout cas, ça élimine tout le petit traumatisme. Ça, très clairement. Les gens qui ne sont pas en réa, les gens qui ne sont pas trop douloureux, qui sont bien calmés, ça, il ne faut pas faire d'ostéosynthèse là-dessus. Or, on en a eu fait. Donc là-dessus, il faut réduire. Par contre, je pense que chez le polytraumatisé important du thorax, oui, l'étude va plutôt dans le sens faut continuer à faire d'ostéosynthèse, ou en tout cas en discuter avec l'équipe chirurgicale de manière collégiale et dire celui-là on n'y va pas. 5 fractures de côte qui sont très postérieures, qui sont peu déplacées, qui j'irai pas. Par contre, un gros fracas en médian ou antérieur, où on sait que sur le plan de la respiration, de la dynamique, de la douleur, c'est beaucoup plus important. Là, je crois qu'il n'y a pas photo et il faut continuer à y aller. Pardon, excuse-moi. Une question ici. Est-ce qu'on a précisé quelle étude d'anesthésie a été adoptée? Est-ce que le fait d'intuber pour anesthésier ne serait pas la cause qui a aggravé les 5 cas?
L'anesthésisage, vous le faites. Alors, dans les décès, est-ce que les décès sont liés à l'anesthésie, liés à l'intubation? Alors, déjà déjà dans la population, il y a beaucoup de patients qui sont intubés avant. Hein. Donc là-dedans, le taux d'intubation pré-chirurgicale, il existe aussi. Oui, il y a eu un EIG grave où effectivement, il y a un patient où les conclusions, on peut les donner, puisqu'encore une fois, il y a eu analyse, c'est le but de ces études, n'a pas été assez surveillé et pas dans la structure adaptée en post-opératoire, et de par son alcoolisme, a tout arraché, les drains, la péridurale, dans une chambre d'hospitalisation où il n'a pas été surveillé, il a été retrouvé le lendemain mort. Donc oui, il y a un facteur aggravant lié à la chirurgie, mais pas à l'intubation. La plupart de la chirurgie se fait sous anesthésie péridurale ou sous anesthésie... Alors, dans les toute la chirurgie là, se fait sous anesthésie générale, toute sous anesthésie générale, systématiquement. Il n'y a pas de... On ne fait pas d'ostéosynthèse costale. Enfin, à ma connaissance, en France, il n'y a pas d'ostéosynthèse costale sans anesthésie générale. Il y a une question au fond. Oui, bonjour, Pierre-Luc Dubanco, anesthésiste au CHU de Grenoble. Merci pour la présentation de votre étude. J'avais juste une question concernant les patients inclus. Ce n'est pas apparemment du coup que des monotraumatisés du thorax, c'est ça? Au contraire. Du coup, en effet, moi la question que j'avais, c'était par rapport je voulais savoir en fait si les deux groupes étaient comparables quant aux combinaisons lésionnelles. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait autant de patients avec des traumatismes graves de l'abdomen? Est-ce qu'il y avait autant en fait de traumatismes périphériques? Parce qu'en effet, un patient peut rester en réanimation de manière prolongée pour en fait de la prise en charge chirurgicale consécutive à une chirurgie abdominale, une chirurgie périphérique. Et du coup, se pose la question, est-ce que les modifications en fait des durées de réanimation ne dépendent pas en fait des autres lésions? Alors, la durée de réanimation, quand tu as un patient polytraumatisé, c'est effectivement le polytraumatisme, c'est pas que ça. Et là, sur notre étude de population, oui, les deux populations sont comparables globalement, statistiquement. Après, est-ce que là-dedans, il y en a un qui plombe un groupe plutôt qu'un autre, comme ça peut être le cas dans l'étude? On s'est penché dessus et en fait, on a 3 très longs séjours dans chacun des deux groupes. Donc, je ne pense pas que ça plombe de ce fait-là. Donc vous en tout cas, la répartition, ça c'est la répartition telle qu'on a définie. Alors, c'est un peu succinct, hein, mais atteinte hépatique, c'était tous les traumatismes du foie, atteinte splénique et rénale de la même façon. Donc, on avait qualifié tous ces traumatismes-là. Et vous aviez comparé le nombre de chirurgies annexes du coup dans les deux groupes et c'était comparable? Ça, on ne l'a pas répertorié. Je ne peux pas te le donner. Mais en sachant que c'était une étude randomisée quand même. Oui, donc, tout à fait. Normalement, ça devait... et là, quand on voit la charge traumatique dans les deux, on a l'impression que c'est assez bien équilibré. D'autres questions? Oui. Il y en a 3. Ouais. Notamment à Marseille. Ça alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de Marseille dans la salle qui souhaite commenter? Ce qui est important, hein, c'est qu'on vous montre une méta-analyse avec des résultats qui sont super intéressants, une technique qui est nouvelle. Donc on se dit, bah oui, évidemment, c'est génial ce truc. D'où l'intérêt de faire des RCT, des études randomisées derrière, pour vraiment voir ce qui se passe dans des vraies conditions, quoi. C'était pas facile à faire, hein, parce que ça nous a quand même demandé beaucoup d'énergie, mais c'est extrêmement intéressant, en fait. Alors là-dessus, je remercie tout le monde, hein, parce que non, mais c'est ce que tu dis, hein, ça a demandé une énergie folle de passer dans tous les centres. Il y a 15 centres, voilà, pour mobiliser les équipes. C'est des entrées multiples, hein, ça rentre aux urgences, ça rentre en réa, ça rentre en chirurgie, pour que tout le monde y pense. Etc. Ça n'a pas été simple. C'est pour ça qu'on a mis 1 an de plus, mais on est arrivé au bout quand même. Il faut savoir, en France, hein, une étude randomisée menée en France, il y en a 1 sur 2 qui n'arrive pas au bout. C'est énorme. Hein. Non, il faut vraiment féliciter l'effort collectif. Vraiment bravo sur une question extrêmement pertinente. S'il n'y a pas d'autres questions, je pose... Là. Si. Une main se lève timidement. J'aimerais savoir, est-ce que ce serait pas intéressant d'analyser des sous-groupes, par exemple, si. les volets costauds, parce qu'on peut imaginer que c'est les patients les plus graves,
Ça, c'est en cours. On est en train d'étudier les volets costauds de réanimation. En fait, on veut se focaliser sur la réanimation, puisque c'est là où on a le bénéfice clinique franc, et voir au sein de ces malades de réanimation lesquels il faut traiter. Après, l'analyse de sous-groupe, ce sera une tendance, ce sera un message pour monter l'étude suivante. Hein, parce que normalement, en analyse de sous-groupe, la fiabilité du résultat est plus qu'incertaine. Mais en tout cas, ça donne des orientations pour mener les études suivantes. J'ai une dernière, avant de conclure, j'ai une dernière question. On sent qu'évidemment, il y a un intérêt. Même avec toutes les données que vous présentez, j'ai l'impression qu'on a encore... Le défi reste un peu de cibler le patient qui doit en bénéficier et aussi sur le timing. Et c'est une discussion qu'on a fréquemment avec les chirurgiens thoraciques et qui nous disent là, de toute façon, ça fait 3 jours, 5 jours, c'est trop tard, on ne peut plus y aller. Donc pendant 2 jours, ils disent non et une fois qu'ils sont d'accord sur l'indication, j'ironise. C'est du réel. Et au bout de 5 jours, ils disent ah non, là c'est trop tard. On aurait bien fait au début, mais sur la base de vos données, est-ce que vous pourrez donner des critères d'indication vraiment et de mieux cibler? Alors, ce qui est certain, c'est que si on le fait, il faut le faire tôt. Parce que le bénéfice, il est précoce, il est sur la douleur, il est sur la prise en charge et avant que les complications arrivent. Donc tu veux dire que devant tout gros trauma thoracique, avis du chir thoracique le plus tôt possible. Ah oui. Ouais. Ça, c'est un message fort. À l'entrée du malade, dès la prise en charge initiale, le chirurgien thoracique doit être au courant qu'il y en a un qui est rentré dans l'hôpital. Évidemment qu'on passe après les autres, hein, le bassin, l'hémorragie, voilà, mais il doit être au courant parce qu'on va organiser potentiellement la prise en charge. On a eu ça hein, en ce moment où on est tous dans une complexité de prise en charge au bloc difficile. Pas plus tard qu'il y a 10 jours ou 15 jours, là, il y a des réanimateurs de la maison qui sont au courant. On a dit oui. Puis on n'a pas pu, et puis au 8e jour, on disait, mais là, on a dit, stop, quoi. Mais ce n'est pas que les chirurgiens, hein, le réanimateur aussi, parce qu'il dit, là, on a 8 jours, il va bien, je vais le faire sortir de réa, est-ce que c'est vraiment le moment voilà, le coup est parti. Moi, je vois ça comme un accélérateur. C'est vraiment l'accélérateur dans la prise en charge, c'est éviter les complications, respiratoires notamment, traiter les douleurs, j'y crois quand même assez, l'étude le montre, précocement, et de ce fait-là, on sort plus vite. Et, voilà. Et vos critères d'inclusion peuvent être des indicateurs d'indication? Oui. 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 5. Oui, c'est vrai, c'est l'heure de l'apéro, on est d'accord. Ok. Bon, eh ben, écoute, merci. Merci à tous les 3 intervenants. Je souligne l'excellente qualité de cette session avec 3 très beaux topos et des messages très forts. Merci et bonne soirée.